Ok, je vais faire une petite image. Dis coucou à la caméra comme ça. Bon, vas-y, commence. Bonjour et bienvenue, c'est un nouvel épisode d'Axiom. Faites du bruit, ouais. Donc pour cette session, on va faire une partie retour sur des paradoxes précédents. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais écouté Axiom intéressant. Cool. Ah, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté. Alors oui, alors ça va peut-être rendre les choses un peu différentes de ce qu'on voulait faire. Parce que du coup, on voulait revenir sur des paradoxes dont on a déjà parlé sur Axiom. Mais de toute façon, je pense un rappel. Oui, jamais de refus. Donc un des grands classiques d'Axiom, effectivement, c'était de discuter de certains paradoxes. Surtout au début. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rediscuté, parce que c'est typiquement le genre de problème sur lequel nos idées parfois changent, évoluent. Puis peut-être, je sais pas, il y avait des gens qui étaient à ma conférence d'hier sur le paradoxe de Newcomb, peut-être. Des gens. Ah oui, ok. Bon, bah, comme ça, au moins sur celle-ci, il y a une partie des gens qui sont au courant. Donc voilà, c'est typiquement le paradoxe de Newcomb, on en a souvent beaucoup parlé. Mais il y en a d'autres, le paradoxe de la Belle au bois dormant et le paradoxe de Bertrand, voilà, ou d'autres encore. Peut-être déjà, si on discute un peu de cela, ça sera pas mal. Ouais. Tu veux commencer par, on commence par Newcomb ? On peut commencer par Newcomb, pourquoi pas. Tu le présentes, c'est ton paradoxe préféré ? Bon, oui, c'est mon paradoxe préféré, je l'ai présenté pendant 1 heure hier, alors... Donc, je vais présenter la façon classique. Donc, c'est l'idée, il y a 2 boîtes, vous pouvez choisir entre prendre les 2 boîtes ou prendre une seule boîte. Si vous prenez... pardon, allez, je vais essayer de le refaire mieux. Ouais. Donc, il y a 2 boîtes, on va dire la boîte A et la boîte B. Soit vous prenez A et B, soit vous prenez seulement B. Dans la boîte A, donc celle que vous pouvez prendre ou ne pas prendre, il y a, on le sait, forcément 1 000 $ dedans. Dans la boîte B, par contre, le contenu de la boîte, vous ne le connaissez pas. En fait, l'idée, c'est que s'il a été prédit que vous prenez les 2 boîtes en même temps, eh bien, il n'y aura rien dans cette boîte B. Par contre, s'il a été prédit que vous ne prenez que la boîte B, eh bien, il y aura 1 million dedans. Voilà. C'est bon, je ne me suis pas planté dans ma présentation ? Attends, je réfléchis. Ce qui s'est planté. Donc les 2 choix, c'est soit prendre... Ou sinon, je peux faire la variante dont je parlais hier, parce qu'après tout, elle est marrante. Comme ça, ça fait... Ouais. Il faut nous excuser, ça fait plusieurs jours. Moi, je suis fatigué. Moi. La variante, c'est simplement, imaginez, on vous présente une fiole de poison qui va vous rendre malade, vraiment très malade. Bon, ce n'est pas dangereux pour votre santé, mais c'est malade. Et en somme, ce qui se passe, c'est qu'on a fait une prédiction sur le fait que vous allez ou non la boire, avec l'idée que si il a été prédit que vous allez la boire, eh bien, vous avez gagné 1 million. Et s'il a été prédit que vous ne la buvez pas, eh bien, vous ne gagnerez pas 1 million. Et au moment où vous avez à faire le choix de boire ou de ne pas boire, la prédiction a déjà été faite et l'argent est déjà gagné ou pas. C'est le point important. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est rationnel de boire le poison à ce moment-là ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là ou... Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas clair ? La question, elle se fait de savoir si la prédiction était juste ou pas. Non, la question c'est de savoir dans cette situation-là, est-ce que c'est rationnel de boire ? Alors aussi la prédiction, on va dire, elle n'est pas parfaite, on peut dire qu'elle est fiable à 90%, disons. Voilà, pas besoin de supposer de trucs magiques, une prédiction fiable à 90% suffit largement. Donc quand on en avait parlé, j'étais plutôt à défendre la position one boxer, donc ce qui correspond au fait de boire le poison finalement dans ma variante. Toi, tu étais plutôt two boxer finalement, donc ce qui revient à ne pas boire le poison. Ouais. Est-ce que tu as changé ? Tu avais peut-être demandé au public avant de... Du coup, est-ce que qui est plutôt je bois le poison ? Je vais essayer de prendre ça en image. Alors, voyons. Je bois le poison. Vous êtes nombreux à boire le poison. Hein. Oui, c'est ça fait une petite indigestion. Non, une bonne grosse indigestion, vraiment. Vous allez vraiment passer une très mauvaise journée. Passer peut-être une journée sur les toilettes. C'est vachement vénal, il ne faut pas le présenter comme ça. Non, mais remplacer 1 million par n'importe quelle récompense qui vous sied, j'ai envie de dire. Hein, c'est juste... voilà. Et du coup, qui ne boit pas le poison ? C'est souvent comme ça le paradoxe de Newcomb. Ça partage toujours les foules. C'est fou parce qu'en général, on a des intuitions très fortes. On a l'impression que c'est très clair, soit qu'il faut boire, ou alors que c'est très clair qu'il ne faut pas boire. Qui a une intuition très forte ?
Ah non, en fait, les intuitions sont pas si fortes, ouais. Bon, ok, les intuitions sont pas fortes. Qui sent qu'il pourrait changer d'avis aujourd'hui Ok. Ça va. Presque tout le monde, ok. Des gens conscients de l'étendue de leur ignorance peut-être ici. Du coup, toi, tu as changé d'avis? J'ai toujours été plutôt one boxer, enfin en tout cas depuis le moment où on en discutait, j'étais plutôt one boxer, donc plutôt du genre à boire le poison. Et en préparant la conf, je me disais de plus en plus à quel point en fait, finalement ce que j'étais en train de dire c'était que la meilleure stratégie c'est de boire le poison, mais presque en regardant les choses de l'extérieur du jeu. Et alors que vraiment tout le problème de ces paradoxes-là, c'est que justement, c'est une stratégie qui te pousse à jouer au moment de la partie, à jouer un coup irrationnel. Et tout le problème est de savoir pourquoi est-ce que si je suis vraiment rationnel, et si je reste rationnel à chaque moment, je jouerai vraiment ce coup-là. Ouais. Au sens où, quelque part, je pourrais quasiment tenir le même raisonnement qui justifie pourquoi je suis one boxer, même dans la variante où la boîte B est transparente elle aussi. Ou même dans la variante où je sais déjà si j'ai gagné ou pas les 1 million pour le cas du poison de Kafka. Et donc, quelque part, c'est bien que ça manque le truc pertinent qui est de dire, dans la situation du jeu, ben, en fait, les choses sont plus compliquées que ça et il n'en reste pas moins qu'il sera rationnel au cours du jeu de prendre les deux boîtes. Et j'arrive pas trop. Et voilà. Et donc, je me dis, là, à l'extérieur du jeu, ça me paraît très clair, mais j'ai vraiment très fortement cette intuition-là que si on me mettait vraiment dans la situation, je ne le ferais pas en réalité. Voilà. Et j'aurais tort quelque part, mais je ne pourrais pas m'en empêcher. Donc tu planifierais la stratégie et tu saurais que tu ne... J'aimerais pouvoir la planifier de façon tellement solide que je ne puisse pas y échapper, que je ne sais pas que je puisse... Mais justement, c'est ça tout le problème, c'est qu'on ne peut pas planifier une stratégie de cette façon-là. On ne peut pas s'implanter un algorithme qu'on suit de façon absolue. Ouais, ou alors, ouais. Moi, je suis très indécis sur ce problème. Et en fait, je vois quasiment ça comme un paradoxe physique. C'est-à-dire que la question, ça revient quasiment à à quel point est-ce que on fait partie de l'univers, du coup tout ce qu'on fait déjà est déjà dans cet univers. Et du coup ça revient un peu à la question, est-ce qu'on peut modifier notre propre algorithme et quand est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut le modifier avant qu'il y ait eu la prédiction? Et surtout, est-ce qu'on peut le modifier après qu'il y ait eu la prédiction? Et voilà, j'ai une brisure de l'espace-temps, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais tu ne le connais pas ton algorithme, c'est ça le truc. Moi, je ne peux pas savoir quel algorithme je suis en train de suivre quand je suis face au choix, en fait. Il y a aussi ça, ouais. Tu peux pas, Mais ouais. Alors, je pense aussi en pratique, je ne boirais pas le poison en pratique. J'aimerais beaucoup Ça faire, genre, on pourrait imaginer une expérience de psychologie, ce serait, tu fais 2 groupes, et randomiser tout ça, et à un groupe, tu demandes qu'est-ce qu'il ferait, et puis à l'autre groupe, tu le mets vraiment en situation, Ouais. pour voir, et je pense Et que vraiment, ça me paraît très, très clair qu'il y aura une différence nette entre ce que les gens disent qu'ils feront en moyenne et ce que les gens font réellement en moyenne. S'ils mettent des one boxers en face de boîtes transparentes, voir si... Non, bah, dans une version normale, parce qu'effectivement, face aux 2 boîtes transparentes, là, c'est absurde, t'as l'impression. Ouais. Mais Ouais. est-ce que... C'est des réactions dans le public. Petite remarque sur le fait de boire le poison, une fois que la prédiction est faite, on ne sait pas ce qui a été prédit. On est bien d'accord qu'une fois que la prédiction est faite, qu'on boive ou qu'on ne boive pas le poison, ça ne va rien changer au résultat de l'expérience. Ouais. Par contre, il y a presque une forme de superstition sur le fait de dire bon, bah, je vais quand même boire le poison. Voilà, c'est un peu comme si j'augmentais mes chances par une espèce de superstition de voilà, je bois quand même au cas où si la prédiction avait prédit que je le buvais. Ouais. Mais du coup, c'est un double tranchant parce que est-ce qu'on le boit parce qu'on sait qu'il y a une prédiction qui a dit qu'on allait le boire et du coup c'est une espèce de superstition dans ce cas de figure. Je ne sais pas si tu avais raconté le problème du hitchhiker. Si, oui, j'ai raconté celui-là aussi, du autostoppeur de Parfit. Peut-être le raconter maintenant Vas-y. pour les auditeurs d'Axiom.
J'ai l'impression que c'est plutôt toi l'expert puisque tu as fait la conférence tout à l'heure, hier. Mhm. Donc, est-ce que tu pourrais la raconter? Ouais, donc je comparais ça, enfin, c'est pas vraiment une situation à la Newcombe, mais c'est intéressant de réfléchir à ce cas-là. C'est l'idée d'un autostoppeur qui est abandonné sur le bord de la route et c'est un agent parfaitement rationnel et égoïste. Et il croise un type qui vient en voiture et qui pourrait le sauver, mais c'est lui aussi un agent parfaitement rationnel et égoïste. Et donc, dans leurs échanges, il faut que tout ça maximise l'utilité, sinon ils vont pas coopérer. Et donc le type demande, bah, t'es prêt à me payer pour me ramener en ville pour que je te sauve comme ça? Et il dit, bah oui, mais j'ai pas d'argent là pour te payer. Par contre, si tu me ramènes, je te donnerai 100 $ une fois que je serai en ville. Et le problème, c'est que si le type anticipe le fait que le type est rationnel, il sait qu'une fois que le type sera sauvé, il n'aura plus de raison de payer pour être sauvé à ce moment-là. Donc le moment où il sera en mesure de le payer, finalement, c'est un moment où il ne sera plus rationnel pour lui de le faire. Et donc il peut anticiper le fait qu'il ne va pas le faire. Et donc le type repart avec sa voiture et dit, bah non, je ne vais pas te sauver du coup. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, ça illustre l'idée d'une sorte de malédiction de la rationalité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'autostoppeur, il aimerait ne pas être rationnel. Ce qui va le perdre, c'est qu'en fait, il est parfaitement rationnel et en tout cas, et surtout le type, le conducteur, sait qu'il va agir toujours de façon parfaitement rationnelle. Et donc ça veut dire qu'au moment où il sera revenu en ville, il ne va pas le payer. Et voilà, la meilleure stratégie pour lui dans ce jeu-là, c'est évidemment d'être ramené en ville et de donner l'argent. C'est évident, mais le problème, c'est que, étant rationnel, c'est une stratégie qu'il ne va pas suivre, qu'il ne peut pas suivre, parce que ça revient à jouer à un moment donné dans la partie un coup qui n'est pas optimal, qui est clairement, voilà, c'est donner de l'argent gratuitement alors que le service pour lequel il le donne a déjà été rendu. Et ouais. Ouais, c'est ultra perturbant. Hein, c'est ultra perturbant de dire que si on sait ce qu'on fera en tant qu'agent rationnel dans le futur, bah ça nous ferme quasiment des portes sur ce qui nous est donné de faire à l'instant présent. Et oui. Bah oui, moi j'avais déjà fait la remarque, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a le paradoxe, il apparaît quand le problème, il considère dans une certaine mesure que notre comportement peut être déterminé, peut être prédictible. En même temps, on nous présente un choix total, quel est le choix rationnel que nous ferons. Et du coup, j'ai l'impression que même si, ok, on admet que le comportement n'est pas à 100% déterminé, si on peut faire des prédictions à 90%, ça veut quand même dire que dans une certaine mesure, le choix qu'on va faire, il est déterminé à 90%. Mais du coup, on ne peut pas faire un choix rationnel total, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une proportionnelle un peu entre les deux. Et enfin ouais, voilà, je pense que le problème n'a pas de sens si on considère que le libre arbitre n'existe pas. Et du coup, ça résout un peu le paradoxe à ce niveau-là. J'ai l'impression que la cause qui détermine en même temps notre choix et en même temps ce qui permet de faire la prédiction sur les choses, elle est première et ça va générer les deux de manière. Enfin, c'est la cause première aux deux trucs qui sont liés à la même cause, quoi. Ouais, du coup, le fait que on se pose ces problèmes présuppose quelque part un libre arbitre, c'est ce que tu dis. Et que du coup, on tombe sur des paradoxes parce qu'on a supposé un truc qui n'est pas compatible avec les lois de la physique. Il me semble pas. Toi, il te semble pas? Non, justement, parce que qu'il y ait du libre arbitre ou pas, les comportements n'est pas un pur chaos, même s'il y a du libre arbitre. Et à partir du moment où tu admets qu'il y a un certain degré de régularité dans les comportements, tu peux construire des situations du type paradoxe de Newcombe. Donc il me semble justement que c'est en fait assez séparé finalement. Le lien qu'on fait avec la thématique du libre arbitre me semble toujours en fait à côté de la plaque. J'aurais dit que c'est quand même. Donc il y a un article, une thèse d'un mec qui s'appelle Everett, qui n'a rien à voir a priori avec le paradoxe de Newcombe, mais donc ça réfléchit à quelles sont les stratégies optimales en même temps en concevant des intelligences artificielles. Et à un moment, il parle du paradoxe de Newcombe en faisant la remarque qu'il y a en fait, il y a deux modèles en gros pour penser notamment ce qu'on appelle les contrefactuels en probabilité. Il y a le côté on change un truc et puis donc il y a un événement A, on passe à un événement B du coup. Et
en fait, c'est jamais très clair comment se passe exactement ça. Enfin, il y a un langage, enfin, dans les lois des probabilités, il y a une façon de faire ça, quoi. Mais il y a notamment un autre chercheur qui s'appelle Judea Pearl, qui est le père des réseaux bayésiens, donc des chaînes de causalité avec des probabilités, et qui a proposé une autre façon de modéliser les probabilités, avec un opérateur qui s'appelle do. Donc maintenant, on ne conditionne pas par B, mais par do B, enfin faire B. Et en fait, il y a moyen de réinterpréter ça différemment. Et si on considère faire B, en fait, il faut être two boxer. Et si on considère juste B, en fait, il faut être one boxer. Et du coup, c'est un exemple qui m'a fait dire il y a peut-être une ambiguïté dans la manière dont on pense l'action, qui a à voir avec la manière dont on modélise les probabilités. Ouais, c'est intéressant. Ouais, effectivement, en fait, quand tu fais le contrefactuel du type si je bois, alors c'est très compliqué de penser ce contrefactuel quand tu fais si je bois. Pour te convaincre de boire, tu vas faire un truc du type si je bois, alors il y a plus de chances, ça augmente la chance que la prédiction ait été que j'ai bu. Et c'est très bizarre en fait comme truc. Donc effectivement, c'est. Parce que le paradoxe, en fait, c'est pas tellement spécifique au paradoxe de Newcomb, c'est tout ce qui est problème de la décision est vraiment lié à cette notion de contrefactuel. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, parce que pour savoir quelle est la meilleure décision, en fait, tu fais une série de contrefactuels. Tu vas dire si je fais ça, voilà ce qui va en ressortir. Si je fais ça, donc oui, c'est hyper important. Et en fait, la notion de contrefactuel n'est pas si facile à définir au sein des probabilités, quoi. Il y a des débats, et notamment ça a l'air d'être assez modèle dépendant. Donc si on prend le cadre de Judea Pearl, donc on a un modèle qui est donc un modèle causal, une suite de choses qui causent avec certaines probabilités, mais bon, c'est un modèle causal probabiliste. Et l'opérateur do, donc l'idée de faire une action, dépend du modèle qu'on a considéré. Et ouais, c'est un des trucs qui me fait dire c'est compliqué. Ouais, donc voilà. L'état du problème chez nous sur Newcomb, c'est. Je pense qu'on est moins à cheval sur. Je sais pas trop où on était dans une dernière discussion, mais moi j'étais très one boxer, c'est sûr, toi t'étais très two boxer, genre. Ouais. Mais voilà, en tant que théoricien des jeux, c'est absurde de faire autre chose que. Ouais, je pense qu'on a eu 2 discussions sur ça. La première était vraiment parce que donc il y a la variante avec le dième du prisonnier où on a un jumeau psychologique un dième du prisonnier, donc si on coopère tous les deux. Donc c'est que ton jumeau psychologique il va te dénoncer parce qu'il est comme toi et que. Pour moi, c'est évident que mon jumeau psychologique va me dénoncer. Du coup, clairement, je le dénonce. Justement. T'as raison quelque part. Oui. Si tu le fais, c'est que t'as raison. Et moi, si je le fais pas, c'est que j'ai raison aussi. Ouais. Et c'est vraiment ce problème de contrefactuel, quoi. Le contrefactuel de je coopère avec mon jumeau psychologique. Est-ce que c'est je n'ai pas coopéré, mais lui m'a défoncé quand même, ou est-ce que on coopère tous les deux, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Ouais, je crois qu'il y avait effectivement des recherches sur le lien entre ça et les contrefactuels, notamment avec les travaux de David Lewis sur les contrefactuels, avec l'idée que finalement quand on fait un contrefactuel, on essaye on envisage le monde ou l'ensemble de mondes possibles les plus proches, les plus similaires. Voilà, ce qui se passe en gros, quand on dit si A alors B, dans l'hypothèse que A n'est pas vrai dans notre monde, en fait, ce qu'il faut savoir pour savoir si A alors B est vrai, c'est dans l'ensemble des mondes possibles les plus proches, regarder si B est vrai. Et donc tout repose sur l'analyse de ce que veut dire les mondes possibles les plus proches. Et c'est compliqué parce que tu pourrais dire c'est un monde où tu vas juste changer la valeur de A, en gros. Ouais. Et à ce moment-là, ça peut pousser complètement à être two boxer, effectivement. Ou alors, ça peut être un monde où tu vas envisager toute une histoire qui aboutit à A. À ce moment-là, ça peut être différent parce que l'histoire qui va aboutir à A, ça va être une histoire dans laquelle la prédiction a été que A. En tout cas, il y a plus de mondes dans lesquels ça va être ça. Ouais. Donc, ça va dépendre de l'interprétation qu'on fait du contrefactuel et en particulier cette notion de c'est quoi les mondes contrefactuels que tu imagines. Donc, je sais pas si je peux essayer de trouver un exemple là, je sais pas si ça marche, mais du coup, par exemple, s'il y a une alerte qui est une suspicion d'attaque nucléaire, donc imagine un monde contrefactuel où il y a cette alerte par la Russie par exemple, disons par la Russie, c'est pas forcément le bon exemple, mais bref, par un pays. Et du coup, la question c'est est-ce que ce monde contrefactuel que je viens d'inventer là correspond juste à cette alerte qui a eu lieu, ou est-ce que elle vient aussi avec une explication de cette alerte, peut-être que
cette alerte est plus probable dans un monde où le dirigeant de ce pays est quelqu'un qui veut faire la guerre. Et du coup, si on prend ça en compte, ce n'est pas tout à fait le monde contrefactuel que celui où on a juste l'alerte en question. Effectivement, ça paraît un peu rudimentaire de simplement changer la valeur du truc. Tu as l'impression que quand tu fais un contrefactuel, en fait, tu cherches un peu plus, quoi. Tu cherches à imaginer un monde dans lequel cet événement-là, il était probable qu'il se produise, en fait. Mais voilà, mais c'est bien compliqué ce paradoxe. Je vais en faire des vidéos, un de ces quatre, je pense. Les contrefactuels. On essaye un autre paradoxe. L'autre sur lequel on a beaucoup réfléchi, c'est le paradoxe de la Belle au bois dormant, avec toutes sortes de variantes, notamment la variante des 1000 d'années. Tu vas essayer de l'expliquer? On peut commencer par la version de base, avant de passer aux 1000 d'années. Donc le problème de la Belle au bois dormant, donc vous êtes la Belle au bois dormant. Et il y a un scientifique qui va faire une expérience avec vous et vous connaissez le protocole. Le protocole est le suivant, donc on est dimanche soir, on va dire, et le scientifique va lancer une pièce, bien équilibrée, pile ou face, mais vous ne connaissez pas le résultat de la pièce. Et si la pièce tombe sur pile, quoi qu'il arrive, de toute façon il va vous donner une boisson pour vous endormir. Donc vous allez vous endormir. Et si la pièce tombe sur... Non, quoi qu'il arrive, encore une fois, il vous réveille le lundi. Mais si la pièce est tombée sur... Et il vous rendort le lundi aussi. Ouais, quoi qu'il arrive aussi, il vous rendort le lundi. Mais si la pièce était tombée sur, on va dire pile, on va retenir ça, si c'est pile, il vous réveille aussi le mardi. Et le mardi, du coup, vous vous réveillez. Et vous vous rendormez aussi le mardi. Si tu es tombé sur face, il ne vous réveille pas le mardi. Du coup, le mardi, vous ne vous réveillez pas. Et puis, vous dormez de toute façon, mardi soir, vous dormez, quoi qu'il arrive. Et puis, après, on s'en fout un peu, quand même. L'idée, c'est au premier réveil, je ne vais pas dire au premier réveil, en fait, non. Simplement, voilà, vous avez l'expérience subjective de vous réveiller. Quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile? C'est ça la question. C'est la question. Quand vous vous réveillez, quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile? Donc, est-ce qu'il y a des réponses comme ça dans la salle? Dans tous les cas, si c'est pile ou face, de toute façon, on se fait réveiller déjà une première fois. Ouais, de toute façon, on se fait réveiller le lundi. Voilà, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Si c'est pile, on se fait aussi réveiller le mardi. La question, c'est on se réveille, on nous demande quelle est la probabilité que la pièce soit tombée sur pile. Avant qu'on nous annonce le jour. On se réveille, on ne sait pas quel jour c'est. C'est ça la subtilité. Et donc... Il se passe quoi déjà si on tombe sur face? On est réveillé juste une fois en gros, et après l'expérience est terminée. Mercredi, tout le monde se réveille. Et... Mercredi, on se réveille un lundi ou c'est pas? On se réveille plus tard et ailleurs. En gros, voilà. Non, on ne sait pas quel jour il est. On s'intéresse aux deux réveils. Il y a un réveil dans une salle bien particulière. Un réveil donné, pas forcément une conversation. Donc, le réveil après l'expérience, on va dire, il est totalement différent. On vous dit immédiatement, voilà, c'est fini. L'important, c'est l'idée qu'il va y avoir deux réveils qui sont subjectivement indiscernables dans le cas où c'est pile. Dans le cas où c'est pile, on va se réveiller lundi et mardi, mais les deux expériences de réveil sont subjectivement indiscernables. Ah oui, on est obligé de dire un truc encore. On a oublié quoi? Le lundi soir, on vous donne une potion qui vous fait oublier que vous êtes réveillé. Ah mais oui, c'est tellement évident. C'est tellement évident que j'ai oublié ce truc-là. C'est comme ce matin, je fais un truc sur la prise efficace et sur la cécité. J'ai oublié de dire que, je parlais d'une maladie et j'ai oublié de dire qu'elle causait la cécité. Oui, donc, évidemment. Oui, voilà. Le lundi soir, quand vous buvez, ça vous fait oublier. Donc quand vous vous réveillez le mardi. Au cas où c'est tombé sur pile, quand vous vous réveillez le mardi, vous n'avez pas le souvenir d'avoir été réveillé le lundi. Voilà, d'où la difficulté de l'exercice. Voilà, maintenant qu'on a pas merdé le truc. Alors voilà, on a envie de répondre 1 sur 2 pour la raison toute simple qu'il y a une chance sur 2 qu'une pièce tombe sur pile. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a des réponses différentes dans la salle. 2 sur 3. Ouais. Quand on tape sur pile, on se réveille 2 jours, alors que quand on tape sur face, on se réveille qu'un seul jour. Voilà. Donc c'est l'autre raisonnement, on se dit il y a 2 fois plus de réveils quand c'est pile. Donc si vous allez sur Wikipédia, sur la page de ce problème, c'est une page controversée, c'est encore pire que Trump et tout ça. C'est une guerre d'édition terrible. Et il y a 2 clans, il y a 2 réponses, donc un demi ou 2 tiers.
Donc les appelle les demistes et les tiéristes, ou les deux tiéristes. Vous avez participé à cette guerre d'édition? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ouais, d'accord. Et, Et- et ça va, enfin vraiment, ça. du coup, toi, c'est quoi ta réponse? Ben, alors, dans notre discussion, on avait introduit une variante que j'avais entendue, c'est quelqu'un qui me l'avait raconté, je ne sais plus maintenant, je crois que quelqu'un m'avait donné la source parce que ça a été publié. Exactement, alors, j'avais une variante qui permettait d'insister sur le côté très bizarre de la réponse de tiers. L'idée, c'était de dire, imaginez que Dieu arrive et qu'il nous explique, voilà, j'ai négocié, vous allez quasi tous au paradis. Bon, le monde va se terminer ce soir. On va tous vous endormir ce soir et voilà, c'est fini. Et tout le monde va au paradis, sauf, disons, 1 million de personnes. Voilà, tiré totalement au hasard, ça n'a rien à voir avec vos actions. Donc c'est cool, voilà. Tout le monde va au paradis, sauf 1 million de personnes, on est 7-8 milliards. Donc bon, en gros, vous pouvez tenir pour acquis que vous allez au paradis, il n'y a pas trop de doute. Même, disons, sauf 1000 personnes, voilà, 1000 personnes sur 7 milliards. Alors, 1 million contre 1, à moins que vous perdiez le loto. Je crois que ça va être mieux de prendre juste 1000 personnes, ça va être long aussi. Mais donc on va dire, voilà, il y a juste 1000 damnés qui vont être tirés totalement au hasard. Et maintenant, ce qui va se passer, alors, juste pour pur plaisir d'inventer une situation bizarre, ce qui va se passer, c'est donc, on va prendre les 1000 damnés et on va les mettre demain, on va réveiller les 1000 damnés dans une chambre, comme ça. Et on va prendre aussi une personne sauvée et on va la réveiller avec elle, parmi elles. Et ils vont passer tous ensemble une journée, voilà, je sais pas, dans cette salle. Voilà, ils vont se réveiller. Donc il y aura les 1000 damnés et il y aura une personne sauvée. Elles vont passer la journée. Et le soir, on va faire boire une potion aux 1000 damnés pour qu'ils oublient cette journée. Et on va envoyer la personne sauvée au paradis. Voilà. Et puis le lendemain, on va recommencer avec une autre personne sauvée. Et on va recommencer comme ça pour chaque personne sauvée. Donc on va recommencer en gros 7 milliards de fois. Et la question est, quand vous vous réveillez, donc quelque part à ce moment-là, vous savez qu'à un moment donné, votre prochain réveil finalement, dans tous les cas, ça va être un réveil où vous allez être au milieu de 1000 personnes. Et vous savez que parmi les 1001 personnes qu'il y a 1000 damnés. Vous le savez déjà. Et la question c'est, au moment où vous vous réveillez, comme ça au milieu de 1000 personnes, est-ce que vous pensez que vous êtes la personne qui est sauvée parmi ces 1001 personnes, ou est-ce que vous pensez que vous faites partie des 1000 damnés? Il faut déprimer. Et du coup, il y a un équivalent avec les demistes et les... Oui, c'est équivalent. En gros, si vous êtes demiste, on dit qu'on est sauvé. voilà, vous dites que vous êtes sauvé, c'est bon. Mais du coup, si tout le monde est demiste, parce que c'est vraiment la position rationnelle, ça veut dire qu'à chaque fois, les gens se réveillent et tout le monde est persuadé d'être sauvé. À chaque fois. Ouais. Voilà, donc, et si vous êtes tiériste, quand vous vous réveillez, vous êtes plutôt déprimé. Hein. Et c'est vrai que ça paraît un peu intuitif, vous vous réveillez, vous dites il y a 1000 personnes, on est 1001 là, il y a 1000 personnes qui sont damnées. Bon, ça paraît mal parti, quoi. Ouais. Et j'avoue, voilà, cette variante-là me donne envie d'être tiériste, mais j'arrive pas... Ça augmente ta créance à être tiériste? J'avoue, cette variante-là rend vraiment le fait d'être tiériste extrêmement contre-intuitif, je trouve. D'être demiste. Oui, pardon, d'être demiste, extrêmement contre-intuitif. Ouais. Ouais, vraiment, elle me conforte. Est-ce que là-dedans, tu peux pas juste dire je suspends mon jugement parce que j'ai pas de manière de savoir? Ça revient toujours à faire une sorte de... Ça revient à dire qu'il y a une chance sur 2 que je sois sauvé. Et pour le coup, je pense que non. Je pense que dans tous les cas, soit la bonne réponse, c'est qu'il n'y a quasi aucune chance qu'on soit sauvé, au sens où il y a une chance sur 1000 d'être sauvé, ou alors la réponse correcte, ce serait que... On pourrait rajouter une autre variante encore, on prend toujours le même problème. Et lorsqu'on se réveille et qu'on est à 1001, quoi, Ouais. on nous offre une option. Une option, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, soit on reste tel quel, c'est bon. on va au paradis, ou soit on tire un numéro et, disons, avec une chance sur 2, si on tire une pièce, quelqu'un tire une pièce, avec une chance sur 2, on va au paradis. Est-ce qu'il faut tirer cette pièce? Est-ce qu'il faut accepter de tirer au hasard le fait... je sais pas dire. Non, mais parce que si tu fais partie des damnés, tu as de bonnes raisons de... tu veux tirer la pièce. Donc c'est instable, mais bon, si j'ai un pistolet là... J'arrive pas à me décider. Il y a en fait un point intéressant, c'est de noter que si par exemple
vous pensez votre réponse comme à une sorte de pari et que vous essayez de faire en sorte de maximiser les gains que vous en tireriez. C'est avantageux d'être tiériste, d'être deux tiéristes, parce que vous allez 2 fois parier correctement si vous avez raison, au lieu de parier 2 fois incorrectement si vous avez tort. Donc c'est peut-être cette intuition-là, mais le problème c'est que c'est pas vraiment la question qu'on pose. Mais justement, je trouve que cette intuition, elle disparaît pas mal dans le problème des damnés, C'est vrai. parce que tu vas au paradis ou tu vas en enfer. Ouais, il y a moins, Il y ce a moins la côté. répétition. Quand même. Ouais. Mais il y a ce côté, tu te réveilles au milieu de 1000 personnes qui, si elles sont toutes rationnelles, se trompent toutes. Et ça paraît toujours un peu bizarre. Bah ouais, on peut- En tout cas, si tu penses que c'est rationnel d'être demiste, ça veut dire que... S'il n'y a que des Bayésiens, c'est une grosse stuff, quoi. Même s'il y en a 1000 qui n'auront pas. Et quel parallèle vous feriez entre le rationalisme et l'optimisme? Parce que du coup, pour moi, c'est un peu lié quand même. Mmh. Alors, on est optimiste, ben, on est plus rationnel, on dit que ça va aller. Ou pas, du coup, on prend le bon chemin. Et l'autre, on a toujours peur. Et du coup, on fait toujours les mauvais choix, on ne prend pas de... A priori, l'optimisme, pour un rationaliste, a priori, c'est une conséquence d'un calcul dans certains cas, quoi. Il y a certaines fois où, après avoir réfléchi, voilà, je me suis réveillé, je sais qu'il y en a 7 milliards qui vont au paradis et 1000 en enfer, je suis optimiste, quoi. Non mais sinon... mais c'est pas par défaut, quoi. Mais la notion de rationalité, elle est finalement liée à l'idée de la recherche d'un optimal. C'est-à-dire qu'une décision rationnelle, en fin de compte, ça veut dire une décision optimale en vue d'un certain objectif. Donc il y a évidemment un lien entre... mais après, ce qu'on appelle optimisme, je ne sais pas trop, ça peut être... on peut définir ça comme une espèce de croyance qui, pour le coup, peut être un peu irrationnelle dans le fait que tout ira mieux. Donc voilà, ça dépend, je ne sais pas trop. Ouais. Donc... voilà. Donc tu étais indécis sur Je suis vraiment tous les paradoxes, Je suis quoi. très indécis. Je pense que je pencherai quand même du côté de demiste, mais avec une extrême prudence. Voilà. D'accord. Est-ce que tu étais plus Oui, demiste j'étais avant? possible. T'es moins ouais, demiste qu'avant. possible. Mais ça dépend. Je suis cognitivement extrêmement limité, comme beaucoup de gens. Et le fait que j'ai pas vraiment le problème bien à l'esprit et l'ensemble des variantes, etc., bien à l'esprit, ça modifie énormément mes croyances dessus. C'est-à-dire au bout d'un moment, ça s'ancre dans ton identité. Genre, je sais, pendant un certain temps, je savais que j'étais one boxer. C'est tout. Enfin, ça faisait partie de mon identité, je suis un one boxer. Mais même si j'y réfléchis pas comme ça. Donc c'est juste, je me souviens de la conclusion de beaucoup de temps passé à réfléchir à tel problème et je sais, la conclusion c'est, je soutiens cette position-là, mais en fin de compte, quand on me le demande à un moment comme ça, à chaud, j'ai plus en tête tout ça et j'ai juste la conclusion, je dis, apparemment, j'hérite de souvenirs qui me poussent à croire que je suis one boxer. Mais à ce moment-là, effectivement, je suis toujours un peu moins chaud pour soutenir ma position. Ouais. Après, il y a aussi... Parce que pour le coup, là, l'histoire de Belle au bois dormant, là, initialement, j'étais beaucoup plus partagé, en fait. J'étais beaucoup plus hésitant. Et je suis devenu un demiste convaincu. Acharné. Gros stuff dans la chambre avant d'aller en enfer. Je me demande si ça t'a pas renforcé ma variante, en fait. C'est la perspective de se réveiller avec... Je pense que... je pense qu'une des intuitions que l'on a sur la Belle au bois dormant de base, c'est vraiment ce côté un peu... J'aurais plus souvent raison en disant que la pièce, la probabilité est 2 tiers. C'est vrai que là, tu t'en fous un peu d'avoir raison qu'une seule fois. C'est ça. Ouais. Tu t'en fous un peu. Même, l'important, c'est d'avoir raison, quoi. Ouais. Quelqu'un veut faire une remarque sur ce paradoxe? J'allais dire peut-être que le fait que tu sois demiste aussi convaincu, c'est lié aussi, je sais pas, avec le bayésianisme, la grande importance des a priori. Et du coup, comme le fait que, a priori, quand tu tires une pièce, c'est une chance sur 2, enfin voilà, quand on adhère beaucoup au bayésianisme, je sais pas, ça vient peut-être plus naturellement de se dire, ce qui compte c'est l'a priori, ce qui compte c'est qu'à la base on est 7 milliards pour que 1000 qui vont au paradis, donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus facilement demiste. Ouais, donc il y a ça, et puis il y a l'autre fait, c'est que l'autre chose, c'est qu'on n'apprend rien en se réveillant. C'est ça, voilà, ouais. Donc forcément, vu qu'on n'apprend rien, on sait qu'on allait être réveillé, et quand il n'y a pas de surprise, la conclusion est égale au préjugé. Effectivement, c'est le point marquant. J'ai peut-être influencé le truc en soulignant quand j'ai présenté la situation que vous savez déjà que votre prochain réveil, ça va être ça. Parce que c'est vrai que si vous n'y avez pas réfléchi quelque part, on vous a juste annoncé tout ça,
puis vous vous réveillez au milieu des 1000 années et ça peut faire un choc, quoi. C'est important de se dire, mais c'est vrai, quelque part. C'est très important, si vous voulez soutenir cette intuition-là, quelque part, de vraiment se dire, ok, là j'ai appris quelque chose, c'est que mon prochain réveil, ça va être dans cette chambre où il y aura 1000 personnes damnées, mais ça ne doit pas changer ma crédence, puisque voilà, je le sais déjà. Ouais. Et mais c'est pas facile, quoi. C'est mesurer la surprise. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, on va bientôt devoir conclure. Ouais, on va bientôt. Parce qu'il y en a qui doivent C'est prendre un train, atrocement court. qui vont nous abandonner Ça ne beaucoup trop ressemble vite. pas à un axiome, mais. On va pas avoir le temps de faire un autre paradoxe. Ça va Ouais. être- Enfin, moi, c'était pour revenir sur l'autre paradoxe là, de l'autostoppeur. Parce que moi, j'avais l'intuition, il y a peut-être une dimension que j'ai pas eue, mais je le résous facilement en me disant que l'autostoppeur va pouvoir payer parce qu'il va moins risquer de se faire casser la gueule. Donc, au global, c'est plus rationnel de payer quand même. Et du coup, je comprends pas trop quand vous dites il est rationnel et individualiste et tout. Et donc, il est rationnel, mais il est rationnel que quand il regarde une seule de ses actions. Alors que s'il était vraiment rationnel, il regarderait l'ensemble de ses actions. Alors oui, mais après, je pense que l'expérience de pensée, c'était vraiment, il n'y a pas de répercussion après à ne pas payer, quoi. Ça va très bien. Oui, c'est évidemment très schématique, mais c'est l'idée. Dans ma confilière, je prends un autre exemple parce que je pense que c'est très fréquent en fait ce genre de situation où on est maudit par sa rationalité d'une certaine façon. Et je prenais l'exemple d'un épisode de Breaking Bad où en gros Walter White a capturé un type il a capturé Crazy Eight et il sait que Crazy Eight, Spoiler. oui, je vais spoiler un épisode, je suis désolé, c'est la première saison, voilà. Vous devriez tous l'avoir déjà vu. Et du coup, en gros, il sait très bien que s'il libère Crazy Eight va chercher à le tuer. Et pendant tout l'épisode, Crazy Eight essaie de lui expliquer mais non, je vais pas faire ça, je t'assure, je vais essayer de t'aider, je vais payer pour ton traitement pour le cancer, etc. Et quelque part, je pense qu'il y a une sincérité là-dedans, c'est-à-dire que objectivement, s'il pouvait se forcer à le faire, et s'il pouvait vraiment annuler sa rationalité qui va finalement le pousser, s'il était libre, à essayer de tuer Walter White plutôt, à ce moment-là, ce serait rationnel pour lui d'arriver à faire ça. Walter White ne se laisse pas... voilà, à chaque fois, il se dit, mais non, si je te libère, tu vas chercher à me tuer, je le sais très bien, et donc tant pis pour toi, et voilà. Et c'est un exemple de cas où finalement, le fait que tu puisses anticiper que l'agent est rationnel, mais je ne parle même pas hyper rationnel, c'est juste, il aura de bonnes raisons d'essayer de me tuer après, il peut faire ce qu'il veut, le fait est qu'il ne peut pas faire en sorte de ne pas être sensible à ces bonnes raisons. Et donc, voilà. Ouais, pas faire de promesses, ces promesses ne peuvent pas être crédibles, quoi. Voilà, tu peux pas promettre que tu ne seras pas rationnel. Même si c'est rationnellement une promesse que tu voudrais vraiment tenir quelque part à ce moment-là, mais Mais même, en fait, si tu es sincère, c'est qu'après coup, il faut te dire qu'il n'y a plus rien qui t'oblige à donner cet argent. À part peut-être effectivement une conscience, de dire des principes. Ouais. Mais rationnellement, tu ne donnerais pas comme ça. Est-ce que tu donnerais là maintenant plus de 100 €? Je ne pense pas. Enfin, j'aimerais bien, mais je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Tu les accepterais. Mais il y a un peu l'idée qui est amusante, Mais voilà, mais dans les faits, c'est pour ça qu'il parlait de quelqu'un qui était... Oui, effectivement, il y aurait toute la dimension morale, de gratitude, etc. Et c'est intéressant de se dire, quelque part, la morale, c'est une façon d'arriver à implémenter dans des individus qui sont quand même, à la base, plutôt soucieux de leur intérêt, des comportements coopératifs, sachant que finalement, une stratégie coopérative qui est effectivement bénéfique, elle exige de temps en temps des comportements qui sont finalement irrationnels, au sens en tout cas qui ne maximisent pas l'intérêt de l'individu. Et voilà, c'est souvent comme ça qu'on va essayer de faire une promesse, de s'engager formellement, et l'idée on n'a qu'une parole, etc., pour justement réussir un petit peu à convaincre autrui qu'on est capable de faire une action irrationnelle à un moment, parce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est super important d'arriver à convaincre autrui qu'on va faire une action irrationnelle. Et c'est vrai. Ça m'est pensé à la blockchain, le lien est évident bien sûr pour tout le monde. Explicite quand même. Je vais expliciter un petit peu quand même. Où notamment il y a des formes il y a cette idée en fait donc la blockchain c'est une base de données décentralisée sur Internet. Et il y a l'idée qu'on peut écrire n'importe quoi sur cette blockchain et on peut écrire notamment du code qui va être exécuté potentiellement plus tard.
Et du coup, c'est assez intéressant parce que par exemple, tu peux dire bah, je vais parier avec toi, mais bon, parie de quelque chose. Quoi. On sait qu'on va avoir le résultat, mais le truc c'est que dès que j'ai les résultats, peut-être que si on a parié $1 milliard, peut-être que je peux fuir, puis essayer comme ça je n'ai pas à tenir ma promesse. Alors que ce que permet de faire aujourd'hui, notamment certaines blockchains, c'est de mettre en ligne un code. Et comme ce n'est pas nous qui allons l'exécuter, il sera forcément exécuté. Et du coup, c'est une façon d'implémenter. Ah mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il aurait dû faire le mec quelque part. C'est clair, il voilà, s'il avait la blockchain, ça aurait résolu le problème de l'autostoppeur. C'est merveilleux. La blockchain résout l'autostoppeur. Ouais. Mais c'est génial, ça, quelque part. Bon, on va devoir s'arrêter là, je suis désolé. J'ai un train à prendre. Il nous laisse. Voilà. On continue si tu veux. Je sais pas. En tout cas, moi, je vais vraiment devoir partir parce que sinon, je vais louper mon train. Et j'en serai fort Marie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.